Ce soir à l'émission, le transporteur EXO lance un nouveau système de barrières à jupe. C'est un projet pilote d'une durée d'1 an. Pourquoi? Parce qu'on voulait passer à travers les saisons. Et à quelques jours des élections municipales, le maire de Saint-Jérôme, Marc Boursier, tire sa révérence et présente son bilan. Il fallait vraiment donner un coup de barre pour que Saint-Jérôme reprenne ses lettres de noblesse comme ville-centre, comme capitale régionale. En entrevue, je reçois Isabelle Tétrault à propos du défi Chaîne de vie 2025. Si dès qu'on est jeune, qu'on informe notre famille qu'on veut donner nos organes, qu'on est sensibilisé puis informé de ça, bien, ça va être beaucoup plus facile. Je m'entretiens également avec Martin Gagnon qui nous parle de sécurité civile et d'un programme de formation offert aux municipalités. Chaque citoyen a une certaine responsabilité en sécurité civile. Enfin, Sophie Tessier nous présente une sélection des événements à venir sur la scène du cabaret-spectacle La Petite Église. On accueille des artistes, en fait des interprètes de différents milieux. Bienvenue à Accès local. Jeudi 30 octobre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, le réseau de transport collectif EXO lance un projet pilote de sécurité. Ça se passe sur notre territoire. Oui Claude, c'est une première au Québec. Un nouveau système de barrières à jupe a été inauguré il y a quelques semaines par EXO. Il y en a un à Vaudreuil et un à Blainville, au croisement du chemin de fer et du boulevard Saint-Laurent. Qu'est-ce que c'est, Clara, une barrière à jupe? Alors, vous le voyez sur les images, c'est simplement une deuxième barrière accrochée à la première. L'objectif, c'est de dissuader les piétons et les cyclistes de passer sous la barrière pour traverser le chemin de fer lorsqu'un train passe. C'est donc une technique de prévention, même si cela n'empêche pas de passer quand même. L'efficacité de ces barrières ont été prouvées ailleurs, notamment aux États-Unis et à Toronto. C'est la raison pour laquelle EXO souhaitait mettre en place ce projet pilote qui sera d'une durée d'1 an. On peut écouter à ce sujet Andréane Gagnon, porte-parole d'EXO. On va collecter des données pour voir si ce dispositif-là, en fait, est pertinent et s'il y a vraiment comme un intérêt à le déployer un peu ailleurs sur le réseau. Donc, c'est un projet pilote d'une durée d'1 an. Pourquoi? Parce qu'on voulait passer à travers les saisons aussi. Donc, comme le contexte québécois inclut une saison qui est l'hiver, on voulait s'assurer justement de l'efficacité aussi mécanique de ce dispositif-là. Et il y a combien d'incidents qui sont répertoriés chaque année sur le réseau? Alors, pour EXO, on parle de 130 incidents par an sur le réseau d'EXO. À l'échelle du pays, ce sont plus de 1000 accidents graves ou fatals qui ont lieu près des voies ferroviaires à chaque année. Pour EXO, ce nouveau projet est une façon de protéger, oui, les usagers des transports en commun, mais aussi la communauté avoisinante. Le boulevard Saint-Laurent a justement été choisi comme emplacement test pour sa forte densité de population. On peut écouter Mme Gagnon. Donc, on est ici tout près d'une école secondaire. On sait qu'il y a beaucoup de passages, des gens en vélo qui circulent, des familles. Donc, c'est important pour nous là, de renforcer la sécurité. D'autres projets de sécurité ont été mis en place par EXO, soit l'installation de caméras de surveillance sur les locomotives et de portes d'accès à certains endroits du réseau. Finalement, ne pas céder le passage à un train à un croisement ferroviaire peut vous coûter 750 $. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du maire Marc Boursier. À plus tard, Claude. Le gouvernement du Québec a tenu la cérémonie du mérite québécois de la sécurité civile 2025 le mardi 28 octobre au Centre des congrès de Québec dans le but de reconnaître les initiatives en matière de sécurité civile. 2 distinctions ont été remises dans les Laurentides dans la catégorie Réponse aux sinistres. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a été récompensé pour son projet Excellence et proactivité, être en première ligne face à la détresse des sinistrés de la tempête tropicale Debby. La Ville de Sainte-Thérèse a pour sa part reçu un prix pour son projet Mobilisation de l'Organisation municipale de sécurité civile en prévision de l'ouragan Debby, le 9 août 2024. Le secteur Saint-Benoît à Mirabel présente le parcours d'Halloween, l'Institut Saint-Benoît, qui s'étend sur plus de 1200 pieds carrés dans les jardins de l'église Saint-Benoît. Cet événement gratuit invite petits et grands à participer en costume d'Halloween aux soirées du 30 octobre de 18h à 20h et du 31 octobre de 18h30 à 21h.
À l'occasion du défi Chaîne de vie 2025, des centaines de personnes ont gravi tout récemment une quinzaine de montagnes du Québec avec l'objectif de poser un geste de sensibilisation à l'égard du don d'organes et de tissus. Pour nous en parler, je reçois la coordonnatrice du défi dans les Laurentides, Isabelle Tétrault. Madame Tétrault, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Bon, alors votre événement à vous se tenait au Mont-Habitant, c'était le 17 octobre. Ça tient lieu de collecte de fonds, mais c'est aussi une vitrine pour le programme Chaîne de vie. Expliquez-nous, rappelez-nous ce que c'est que le programme Chaîne de vie. En fait, le programme Chaîne de vie, c'est un programme éducatif qui va se donner dans les écoles à travers le Québec, niveau secondaire 4 et 5, en langue seconde. Le but est d'informer, de sensibiliser les jeunes pour qu'ils deviennent à leur tour des ambassadeurs de la discussion en famille. Puis, tout part de l'éducation. Donc, si nos jeunes sont bien informés, ben ça va suivre dans les familles. Puis, cette année, mais c'est toujours près du 17 octobre parce que le 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes. Donc, c'est toujours cette fin de semaine-là. Nous, c'était le dimanche le 19. La participation a été bonne? Excellente. Oui. Ça a été un record. Plus d'une centaine de participants dans notre région, les Laurentides. Mais c'est à travers 15 régions du Québec. On a aussi Chaîne de vie en France et on a aussi Chaîne de vie en Inde cette année qui a participé. Donc, ça commence à... Ça devient dans plusieurs coins de pays, là, tranquillement, mais on vise principalement au Québec pour commencer. Ouais. Donc, les jeunes qu'on sensibilise dans les écoles ont 15, 16 ans, peut-être 14 ans. Comment, selon les échos que vous avez, comment est-ce qu'ils reçoivent l'information qu'on leur donne? Comment ils abordent le sujet avec leur enseignant? Ben en fait, l'enseignant, il va avoir un programme qui va s'échelonner sur quelques semaines. Puis durant le programme, ben il va avoir des jeux qui vont se faire en classe, tels que des cartes, mettons comme plusieurs vont avoir être en attente de greffe, d'autres il va avoir des cartes pour un donneur. Puis là, ils doivent s'associer ensemble et il y a toujours des élèves qui vont rester avec pas de donneur. C'est pour montrer c'est quoi les pourcentages, puis que c'est pas tout le monde qui arrive à avoir un donneur. Il va y avoir des gens qui vont aller faire des conférences, donc il va y avoir une sensibilisation qui va être faite à ce niveau-là. Puis c'est ça, c'est vraiment intéressant. Il va y avoir des fois des productions écrites, des résumés à faire, d'emmener la discussion en famille et de revenir en classe avec qu'est-ce qui a été discuté en famille. L'organisme Chaîne de vie est persuadé que l'éducation, la sensibilisation des jeunes, c'est une démarche fondamentale dans l'évolution de cette cause-là. Pourquoi est-ce qu'on en est à ce point convaincu? Pourquoi il faut commencer à en parler jeune? Ben en fait, c'est que oui, on signe en arrière notre carte d'assurance maladie. Tout le monde a une carte d'assurance maladie, mais c'est pas ça qui va déterminer. C'est de parler aussi à la famille, parce que c'est la famille qui a le dernier mot. Et pourquoi jeune? C'est que tout jeune, on peut donner nos organes. Il y a le plus jeune donneur avait 48 heures. Ouais. Puis le plus vieux en avait 92 ans. Donc, si dès qu'on est jeune, qu'on informe notre famille qu'on veut donner nos organes, puis qu'on est sensibilisé puis informé de ça, ben ça va être beaucoup plus facile parce que déjà, quand on perd un être cher, c'est déjà un gros choc. Donc, de prendre une décision aussi importante, si les gens sont informés le plus jeune possible, le plus tôt possible, mais c'est ça qui va être mieux. Oui, parce que c'est la famille qui a le dernier mot, là, en bout de ligne. Signer sa carte, c'est pas suffisant, là. Il faut avoir informé sa famille de notre intention, là. Oui, effectivement. Ou sinon dans le testament. Sinon dans le testament. Exact. Pour vous, l'équation, donc, est simple. Plus de jeunes sensibilisés, les familles sont mieux informées, on sauve plus de vies. Néanmoins, vous connaissez sûrement les chiffres comme moi, là. Il y a bon an, mal an, 800 personnes qui sont en attente d'une greffe au Québec, parmi lesquelles on va déplorer une trentaine de décès. Oui, il y a environ 1% à peine ou un petit peu plus qui est un donneur potentiel. Il faut que ce soit d'une mort cérébrale aussi. Donc, c'est pas tout le monde qui va décéder d'une mort cérébrale. Mais il y en a qui vont dire, moi, j'ai eu un cancer dans ma vie ou j'ai eu telle maladie ou je suis rendu trop vieux, je suis pas bon, mais je suis pas un bon donneur. Mais ça, c'est totalement faux. De toute façon, c'est au médecin de décider En terminant, j'invite les gens là, à visiter votre site web, le site web de la Chaîne de vie, à faire un don en argent aussi, à s'informer sur les modalités du consentement. Isabelle Tétrault, vous êtes coordonnatrice régionale du défi Chaîne de vie. Merci beaucoup d'avoir été là. Mais ça me fait plaisir. Merci à vous.
À l'occasion de la 30e édition du Vélo Golf, organisée par la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, son directeur général, Joël Bouchard, a décerné le titre de membre honoraire de l'organisme au propriétaire pharmacien Olivier Danel devant les 200 personnes réunies pour le souper. Cette distinction rend hommage à son engagement et à sa contribution au Vélo Golf depuis 2014. À noter que depuis 1994, la Fondation a remis plus de 9,7 millions de dollars à la communauté du Cégep de Saint-Jérôme afin de soutenir et de favoriser la réussite des étudiantes et étudiants. Le Cégep de Saint-Jérôme invite la population à sa soirée porte ouverte du mercredi 5 novembre de 17h à 21h dans le gymnase et à l'agora de cet établissement collégial. Cet événement permet aux personnes intéressées par les études supérieures d'explorer les différents programmes préuniversitaires et techniques, les services offerts à la communauté étudiante, la formation continue, les clubs et les comités, de même que les équipes sportives des cheminots. Il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent au cabaret-spectacle La Petite Église à Saint-Eustache. Pour en parler, je reçois Sophie Tessier, qui est directrice du service des arts et de la culture de cette même municipalité. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Claude. Bon, la dernière fois qu'on s'était parlé, vous nous aviez parlé d'un projet d'improvisation qui s'était déroulé sur les patinoires extérieures durant l'été. Vous avez un nouveau concept là qui est adapté pour la salle. En salle, absolument. Bien, en fait, cet été, devant l'engouement du public, on s'est dit, OK, bien, est-ce qu'on ramène ça durant la saison froide dans notre lieu de spectacle, dans notre lieu, en fait, dans notre salle? Puis là, en fait, on a eu une belle opportunité de développer ce projet-là, donc qui s'appelle La Cible, donc le cabaret d'improvisation des Basses-Laurentides expérimentales. Et ce que c'est que La Cible, en fait, c'est des invitations où on accueille des artistes, en fait, des interprètes de différents milieux. Donc, que ce soit des gens qui font de l'improvisation de façon régulière, des professeurs de théâtre, ça peut être des humoristes, des comédiens qu'on rassemble ensemble autour d'une même thématique. Donc, on a tenu une première soirée, justement, début octobre, devant à peu près 150 spectateurs. Donc, c'était un projet pilote qu'on a tenté. Donc, autour d'une thématique qui était le cinéma québécois. Donc, chaque improvisation, ça pouvait être des improvisations longues, ça pouvait être des concepts spéciaux, appuyés par une projection. Et vraiment, ça a été une soirée extraordinaire. Et on va ramener ça à l'hiver 2026 avec des nouveaux interprètes et une nouvelle thématique. Et l'objectif, finalement, c'est d'en faire quelques-uns en cours d'année. Donc, voilà, pour répondre à cette volonté-là du public d'assister à de l'improvisation. J'aime beaucoup cette idée du concept de la soirée d'impro thématique. Très, très intéressant. Un autre concept que vous changez un peu de son cadre, que vous amenez de la bibliothèque jusqu'à la salle de spectacle, c'est celui des entrevues avec des artistes. Mais des entrevues menées par Benoît Archambault, mais cette fois-ci, on quitte les auteurs pour parler à des artistes de la scène. Bien, exactement, vous l'avez dit. Benoît Archambault est un habitué chez nous à Saint-Eustache qui fait des rencontres littéraires durant la période estivale. Et là, on s'est dit comment qu'on peut transmettre, en fait, ce concept-là en salle. Donc, on quitte l'univers littéraire des auteurs pour se plonger dans l'univers de création des artistes qu'on accueille déjà chez nous à la Petite Église. Ouais. Donc, l'équipe de diffusion, on avait une volonté d'amener un volet de médiation culturelle, mais vous savez, parfois, on va voir ça beaucoup en théâtre, mais moins avec, par exemple, un humoriste. On ne fera pas de soirée, un volet médiation après le spectacle. Toutefois, c'est tellement intéressant de savoir c'est qui cette personne-là, c'est qui cette bébite-là, quel est son processus de création. Donc, on lance cette série-là qui s'appelle L'envers du spectacle. Vous l'avez dit, menée par Benoît Archambault, qui est connu chez vous comme animateur, qui a une feuille de route impressionnante aussi pour différentes raisons en termes de culture. Donc, je pense qu'il va y avoir là un beau partage, un beau maillage entre nos artistes et l'animateur. Puis ça va être des soirées hyper accessibles. On parle d'une dizaine de dollars. Les gens vont venir assister à ça. Ce sera les mardis soirs à 19h. Qu'est-ce qu'on a à faire un mardi? Je pense que plonger dans un univers comme ça va être vraiment magique et très intéressant. Ça va être avant le spectacle? En fait, règle générale, on va faire ça quelques semaines avant l'arrivée de l'artiste en salle. C'est vraiment deux choses distinctes. L'artiste va venir faire son show régulier un soir XY et viendra en amont pour une soirée vraiment unique. Oui. D'ailleurs, ici à TVBL, on aime se targuer d'avoir donné la piqûre de l'animation à Benoît Archambault qui fait ça très bien. Alors, ça sera qui, ces invités? OK, fait que vous voulez quelques primeurs, c'est ça, là?
tant qu'à être là. Ben oui, absolument. Ben, en fait, on a assurément 4 rendez-vous prévus cet hiver déjà, mais je me garde quelques petites surprises dans ma poche. Mais donc, je peux vous en annoncer 2 aujourd'hui. Donc, on va accueillir Chantal Lamarre. Chantal Lamarre qui n'a pas besoin de présentation, qui a une feuille de route vraiment impressionnante et qui vient présenter en mars prochain son spectacle Stépette et cornemuse. Et elle viendra donc, comme je le disais tantôt, quelques jours avant, quelques semaines avant, vraiment échanger avec le public. Et on va avoir également Hubert Proulx avec son fils Victor qui vont venir nous présenter leur pièce On se lâche pas un peu plus tard au printemps. Et eux aussi vont venir finalement nous parler de leur processus parce que cette pièce-là porte vraiment sur leur histoire. Hubert Proulx qu'on a connu entre autres dans Indéfendable, dans Léo. Donc vraiment un artiste extraordinaire. Excellent comédien aussi. D'autres choses à suggérer pour le mois de novembre? Oui, en fait, on a plein de belles choses. J'invite les gens à visiter notre site Internet, mais si j'avais une suggestion à faire, c'est notre sortie théâtrale avec le Théâtre du Bistouri, une pièce de théâtre qui va s'appeler Possession, où on rassemble 3 ingrédients gagnants. Donc, on offre une consommation, des grignotines et une belle heure de théâtre au public. Ce sont c'est les mercredis. Donc, et ça s'en vient prochainement. Les billets sont disponibles sur lapetiteéglise.com. Pièce de Stéphane Archambault. Oui. Merci, Sophie. Grand merci. Parce que les municipalités sont les premières responsables de la sécurité civile sur leur territoire, le Centre Risque offre une nouvelle formation personnalisée à leur intention via un programme appelé Périscope. J'en discute avec Martin Gagnon, qui est conseiller stratégique au développement des affaires pour cette entreprise située à Québec. Monsieur Gagnon, bonsoir. Bonsoir, M. Desjardins. Merci de nous donner la chance de partager ce beau programme de formation. Ben, ça nous fait plaisir. Alors, RISC, c'est un acronyme qui signifie Recherche et innovation en sécurité civile. C'est votre champ de spécialisation. Dites-moi d'abord, M. Gagnon, quand on parle de sécurité civile, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? On parle ici de ce qui touche, ce sont les services de gouvernance en lien avec le soutien aux municipalités en gestion ou en gouvernance, donc au niveau de la préparation, en gestion des risques, prévention des sinistres et préparation. Donc, c'est un peu tout cet angle-là au niveau municipal qu'on touche. D'accord. Bon, la loi mentionne que les villes sont non seulement responsables d'assurer la sécurité sur leur territoire, elles doivent aussi mettre en place une stratégie de formation adéquate et c'est là que vous entrez en scène. Vous, avec ce programme que je mentionnais en introduction, qu'est-ce que c'est que le programme Périscope? Oui, vous êtes très bien informé. Effectivement, depuis la loi de 2024, les villes sont responsables. Puis il y a plusieurs municipalités qui ont remarqué aussi une augmentation des sinistres dernièrement. Et ils ont aussi remarqué que c'était plus nécessaire, donc c'était requis de mieux former les acteurs municipaux. Donc on a monté un programme. On a créé en fait une zone, si on veut, un espace de co-développement avec 4 grandes municipalités qui étaient Québec, Gatineau, Terrebonne et Saguenay, qui ont développé un programme particulier en sécurité civile pour donner de la formation à l'ensemble du personnel municipal. Donc, ensemble, avec notre équipe de recherche, donc et aussi universitaires et d'autres intervenants municipaux, on a travaillé ensemble pour monter également un programme de formation qui est en ligne, puis qui est offert à toutes les municipalités, peu importe la grosseur. Donc, ça, c'est important dans le contexte du projet. On permettrait avec ce programme-là d'offrir à l'ensemble des employés, comme je disais, une formation en sécurité civile. Ça veut dire qu'elle est divisée selon le niveau d'employés, de l'implication, je vous dirais, au niveau de différents événements qui peuvent survenir au niveau de la municipalité. Ouais. Petit exemple, c'est sur 7 modules. On a 2 petits modules qui touchent plus l'initiation, donc comprendre la sécurité civile. Et plus on avance dans la formation, donc on a 4 autres modules supplémentaires qui sont plus pour du personnel qui est impliqué, donc qui sont responsables de mission lorsque survient un sinistre ou un événement au niveau de la municipalité. Et finalement, il y a un dernier module qui touche plus au niveau de la gestion et le niveau politique. Donc, un seul programme qui touche l'ensemble et qui est disponible pour l'ensemble du personnel municipal. D'accord. Bon, vous parlez d'une formation en ligne, mais est-ce qu'il y a des exercices pratiques qui sont prévus quand même à l'intérieur du programme? Je vous dirais que pour ce programme-là, c'est vraiment l'objectif était d'harmoniser la formation à la grandeur de la province de Québec, parce que l'objectif n'était pas nécessairement d'aller du côté pratique. Il y a des exercices qui se font au niveau municipal. On offre aussi différents services, puis on accompagne les municipalités pour le volet plus pratique exercice. Mais l'objectif qu'on voulait faire, c'était vraiment renforcer la résilience municipale par le biais d'une formation qui toucherait l'ensemble. Puis l'objectif aussi là-dessus qui était un objectif qui était important pour les gens qui étaient impliqués, c'était d'être en mesure d'avoir le plus d'ambassadeurs en sécurité civile. Vous savez qu'en sécurité civile, oui, il y a une responsabilité municipale, puis un des enjeux importants, c'est de conscientiser la population. Chaque citoyen a une certaine responsabilité en sécurité civile,
Puis le programme Périscope va permettre, par le biais de la formation de l'ensemble du personnel municipal, de créer des ambassadeurs à ce niveau-là. Donc ça, c'était un objectif. Donc on est beaucoup plus dans l'éducation que faire les pratiques en tant que telles au niveau de la manipulation. Donc aux villes de faire la démarche suivante, là, donc si je comprends bien. Oui, et ils le font déjà, que ce soit par le biais des services incendie ou des services de sécurité civile. Il y a plusieurs simulations. Voilà. Donc, il y a plusieurs autres entreprises aussi qui offrent le service, donc ils sont déjà présents. On voulait vraiment uniformiser là, une base de formation provinciale. Chez nous, M. Gagnon, dans les basses Laurentides, ce qu'on voit souvent, bon, c'est les inondations printanières qui sont parfois très importantes, très coûteuses, les refoulements d'égouts depuis quelques années. J'imagine que vous avez tout un programme à offrir à ce niveau-là. Oui, effectivement. On travaille avec des partenaires. Je vous donne un exemple, le réseau RISC, donc le réseau intersectoriel d'innovation Québec, du Québec. Oui, eux, c'est un organisme qui est spécialisé au niveau de l'inondation. Donc, on offre également des formations à ce niveau-là. Puis c'est toujours en développement. Puis il y a plusieurs services qui font partie de l'écosystème de la sécurité civile au Québec qui offrent ce genre de services, plus spécifiquement en inondation. D'accord. Et puis, bon, une autre chose qu'on observe depuis quelques années, c'est les épisodes de chaleur intense. Est-ce que c'est englobé ça aussi dans la sécurité civile? C'est englobé. La beauté du programme de formation, tout ce que vous nommez inondation, on a des périodes de chaleur également. Puis on a également différentes activités parce que pour les gens, la sécurité civile, c'est beaucoup au niveau des sinistres que vous venez de nommer. Mais ça va toucher aussi les services qui vont déroger des opérations habituelles de municipalité aujourd'hui, la sécurité civile. Ouais. Donc, ils doivent se préparer, que ce soit exemple, Post Canada, exemple, on a eu une grève dernièrement. Donc, les services municipaux devaient continuer d'assurer la communication avec les citoyens. Ça part de là, la sécurité civile. Ça va maintenant jusque-là. Donc, à quelque part, oui, puis c'est ce qui est bien au niveau du programme Périscope, c'est que oui, on veut uniformiser à la grandeur du Québec, mais il y a aussi pour chaque municipalité ou chaque MRC, si on veut, il y a la possibilité de faire de la personnalisation régionale. Donc, c'est exemple, la région était plus particulièrement touchée au niveau des basses Laurentides pour un épisode de chaleur. Ben, ils peuvent aller chercher vraiment des exemples puis relater des faits qui sont vraiment arrivés au niveau régionalement. Très intéressant. Martin Gagnon, on combine personnalisation et harmonisation là, au niveau de la formation. Merci. Martin Gagnon, je rappelle que vous êtes conseiller stratégique au développement des affaires au Centre Risque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci encore pour cette tribune. Bonsoir. On est de retour avec Clara Maté-Jaunet. Dimanche prochain, comme tout le monde le sait, ce sont les élections municipales partout au Québec. Il y a des maires, des mairesses sortantes qui ne se représentent pas, et c'est le cas du maire de Saint-Jérôme, Marc Boursier. Oui, donc je l'ai rencontré à cette occasion pour faire un bilan de ces 4 dernières années, donc comme maire de Saint-Jérôme. Je vous présente ça ce soir. Quand vous vous êtes lancé là, à la mairie, vous l'aviez dit, vous seriez là seulement pour un mandat. Vous avez tenu promesse. Pourquoi avez-vous pas changé d'avis? Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? Ben, je suis une personne de principe. Je pense que, ayant été 35 ans d'enseignement, c'était important de respecter aussi ma parole. C'est mes valeurs. Les élèves me l'auraient pas pardonné, ça c'est clair. Mais j'avais dit que j'étais là pour 4 ans pour réparer la réputation de Saint-Jérôme qui était vraiment, en 2021, à son plus bas. On était en pleine pandémie. Il fallait changer l'orientation de la ville. Il fallait qu'on parle de Saint-Jérôme pour des bonnes raisons. Les bonnes raisons, pour moi, sont évidemment le sport, la santé. Il y avait des choses qui étaient véhiculées sur l'itinérance, il y avait des graves problèmes. Et j'ai remplacé plutôt un maire qui avait été condamné par la plus importante condamnation dans l'histoire du Québec pour malversation électorale frauduleuse. Alors, il fallait faire quelque chose, ça m'a interpellé. Je me suis présenté à la tête d'un parti, mais j'avais promis de démissionner, de devenir indépendant, de verser une partie de mon salaire à la communauté, autant dans des organismes sportifs, culturels ou encore communautaires, je l'ai fait. Je pense que là-dessus, j'ai maintenu mes valeurs et il fallait vraiment donner un coup de barre pour que Saint-Jérôme reprenne ses lettres de noblesse comme ville-centre, comme capitale régionale, puis être fier de ce qu'on est. Saint-Jérôme, c'est une belle ville, une ville de possibilités et il fallait les mettre au grand jour. Je pense que j'ai réussi à le faire pas mal. On a un bilan de 300 réalisations, de 40 pages. On est allé dans plusieurs directions et je pense que
En tout cas, je pense que la maison est en ordre au moment où on se parle. Voulez-vous nous en partager quelques-unes de vos réalisations dont vous êtes le plus fier? Bien, dont on est le plus fier, les plus marquantes, évidemment, pour moi, c'est le début, c'est que les Canadiens soient intéressés à la ville de Saint-Jérôme pour la patinoire de la Fondation. C'était un projet qui m'était cher depuis 14 ans, qu'on en parlait, généré par ma classe à l'École Notre-Dame, et puis ils ont tenu, eux aussi, parole de venir. C'était une chose qu'on avait discutée, mais quand même, ça fait beaucoup de temps. Et ils sont venus à Saint-Jérôme, en début de mandat, m'annoncer ça, qui s'établissait. Et aujourd'hui, c'est un endroit qui est au Parc Mélenchon, la patinoire bleu-blanc-rouge, au Parc Honorine Mélenchon maintenant. Et ça attire 23 000 jeunes par année au parc. Ça a démocratisé, évidemment, le sport du hockey où personne n'a rien à payer. Ils ont des patins gratuitement, des casques, les bâtons, des aides à patiner. Alors, 23 000 personnes jeunes, c'est pas rien parce qu'on les intéresse à du sport, à des saines habitudes de vie. Et pour moi, c'est quelque chose qui me rend très fier. L'arrivée aussi, toujours dans le domaine du sport, des Alouettes pour y tenir leur camp d'entraînement, qui fait parler de Saint-Jérôme, encore une fois, pour des bonnes raisons. Notre centre Claude-Beaulieu, notre quartier des sports, qui est quelque chose avec, évidemment, son skatepark ultra moderne, l'arrivée de la hutte à Saint-Jérôme pour l'itinérance, pour aider ces gens-là. Lorsqu'on est arrivé en 2021, il y avait un grave problème d'itinérance à Saint-Jérôme. Les gens de toutes sortes qui avaient des problèmes considéraient Saint-Jérôme comme une destination. Alors que nous, maintenant, ça devient une destination, mais pour se faire aider, se faire écouter, se faire accompagner et sortir de l'itinérance et de la manière la plus fière, parce qu'il ne faut jamais oublier que dès qu'ils foulent le territoire de Saint-Jérôme, ces gens-là deviennent notre responsabilité comme ville. Donc, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin des citoyens aussi. On s'est orienté aussi vers nos 6 priorités, c'est-à-dire de densifier le centre-ville et d'arrêter l'étalement urbain. On a gardé nos parcs. On en a 127 maintenant, dont, évidemment, le titre qui nous a été donné par Statistique Canada de ville la plus verte. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être une appropriation aussi des banlieues, mais tout ça pour dire qu'au moins, on a un milieu de vie qui est intéressant à Saint-Jérôme, qui, justement, suite à des consultations citoyennes, il y a 50% des gens qui ont dit que Saint-Jérôme était une ville, mais avec des avantages de la campagne, mais l'autre moitié a affirmé le contraire, que Saint-Jérôme, c'était comme la campagne, mais avec les avantages d'une ville. Alors, les gens viennent y chercher des services, mais surtout, les gens de Saint-Jérôme, c'est des gens extraordinaires, qui sont de bonne humeur, qui sont heureux d'y vivre. Alors, c'est le secret le mieux gardé des Laurentides. Super. Quel défi vous voyez dans les prochaines années pour la ville de Saint-Jérôme? Bien, de continuer notre aire d'aller en termes de logement. C'est important. On a augmenté la cadence à Saint-Jérôme. D'ailleurs, on est parmi les meilleurs au Québec en termes de chantier de construction, selon la SPCHL. On est 2e derrière Lévis, avec quand même 680 et quelques chantiers de construction partout à Saint-Jérôme pour du logement. Derrière, en termes réels, Montréal et Laval. Alors, il y a des logements qui se construisent. Une partie est abordable. Il y a du logement social aussi derrière la hutte qui se construit. Il y a 60 logements qui vont se construire. Alors, le défi, c'est de loger les travailleurs, les gens, la population, qui ont moins les moyens de se payer un logement. Et Saint-Jérôme, c'est, je dirais, la fiancée la plus courtisée des Laurentides en termes de terrain industriel. Et dans quelques années, qui sait, avec tout ce qu'on donne comme opportunité à la prochaine administration, on pourrait possiblement effacer la dette de la ville. Dans une décennie, moi, je crois que c'est tout à fait faisable et c'est leur grand défi. Et puis pour vous, maintenant, qu'est-ce qui vous attend? Marc Boursier, plus le maire, l'homme politique, mais la personne. Bien, il y a plusieurs projets. C'est sûr que, bon, moi, je joue un peu de musique, donc je vais perfectionner les instruments sur lesquels je joue. Il y a des trames musicales formidables aussi. J'ai un projet avec mon épouse, Claudette, qui est pas loin. Et c'est un projet d'écriture. Évidemment, c'est un livre qui va probablement porter, possiblement, sur les Canadiens. En fait, ce que je veux faire à travers cet ouvrage-là, c'est redonner à la Fondation des Canadiens pour l'enfance l'opportunité
d'avoir des fonds pour leur organisme. Mais en même temps, on a un trésor entre les mains, on en est conscient. Alors, ma femme, qui a des qualifications en histoire, est une recherchiste formidable. Donc, elle m'aide dans ce projet-là, projet d'écriture intéressant. On va rencontrer les éditeurs bientôt et pour un premier chapitre, parce que ça ne s'écrit pas en 5 minutes. Et vous savez, tout ce qui concerne les Canadiens, c'est très important. Je suis un partisan de longue date, donc c'est très motivant. Et puis, s'occuper de la famille aussi, là, c'est... Et on verra ultérieurement s'il y a d'autres projets qui vont se dessiner. Très bien, mais bonne continuation, M. Boursier. Bonne retraite de la politique aussi. Merci, puis je tiens à souligner le bon travail de TVBL. À travers les Laurentides, vous avez toujours été là pour mes interventions diverses ou ce qui se passe dans les Laurentides et surtout à Saint-Jérôme. Alors, merci. Et à toute l'équipe et à toi, je vous souhaite de continuer votre bon travail. Merci beaucoup. Merci Clara, je vous cède le studio à l'instant pour votre émission Perspective. De quoi il sera question? Alors, la semaine passée, on a parlé de transport collectif, de mobilité dans les Basses-Laurentides. Cette semaine, on va un peu plus loin. On parle de transport innovant et de comment la région des Basses-Laurentides devient un laboratoire du futur là, pour tout ce qui est transport électrique. Je vous laisse découvrir ça ce soir. Merci, bonne émission. Merci Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne, une très belle fin de semaine et du temps clément pour l'Halloween.